Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre fidélité. Merci surtout de choisir de toujours vous informer par le biais de notre canal. Voici les titres édition 20h du 28 mai 2013. OMD, l'agenda du Cameroun post-2015. Au Cameroun est en atelier à Yaoundé. L'ouverture de la consultation nationale sur les objectifs du millénaire pour le développement et l'agenda du développement du Cameroun post-2015 a regroupé plusieurs membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et la représentante résidente du système des Nations Unies, accrédité également à Yaoundé, autour du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pendant 2 jours, l'atelier donnera l'opportunité aux participants de jeter un regard objectif et constructif sur les défis qui interpellent le Cameroun dans un avenir très proche, à savoir la lutte contre la pauvreté et la faim en première ligne. Industrie minière, Yaoundé accueille dès ce 29 mai 2013 au Palais de Congrès de la ville la toute première édition de la conférence internationale sur les industries minières, en abrégé CIMEC 2013. Le thème qui va fédérer cet événement est les industries minières au cœur du développement durable au Cameroun. Voilà pour le sommaire, les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous et surtout bienvenue au journal. On commence d'abord par les OMD. L'agenda du développement post-2015 au Cameroun est en débat à Yaoundé. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganou-Dumessi, a présidé ce 28 mai 2013 l'ouverture de la consultation nationale sur les objectifs du millénaire pour le développement et l'agenda du Cameroun post-2015. C'était en présence donc de plusieurs membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et de la représentante résidente du système des Nations Unies au Cameroun, Madame Rajat Rochdi. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vondo et Serge Tetka. L'objectif de cet atelier est de stimuler un dialogue national inclusif sur la vision et les priorités futures des objectifs du millénaire pour le développement OMD après l'échéance 2015. Il est question ici de poursuivre un processus qui a démarré au mois d'avril dernier avec l'organisation des consultations régionales tenues à Maroua, Bamenda, Douala et Bertois avec l'appui technique du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. En fait, les assises de Yaoundé devraient surtout servir de ferment à la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Il s'agit de réfléchir sur l'opérationnalité d'un certain nombre de composantes, dont le développement des infrastructures, la modernisation de l'appareil de production, le développement humain, l'intégration régionale et la diversité des échanges commerciaux, enfin le financement de l'économie. La finalité étant de formuler des recommandations et de dégager des perspectives de développement que le Cameroun défendra à l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre prochain. Cela nécessite les efforts de tous et de chacun, le gouvernement en assurant la régulation. Cela a été fait et pour les 8 objectifs, je suis heureux de dire qu'à chacun de ces objectifs, il y a eu un progrès. Peut-être pas suffisant et c'est justement pour cela que le Cameroun a été choisi parmi les 50 pays dans lesquels on va lancer ces consultations nationales parce que la communauté internationale a compris qu'il faut faire davantage pour le Cameroun au regard de ses efforts. Pendant 2 jours, l'atelier donnera l'opportunité aux participants de jeter un regard objectif et constructif sur les défis qui interpellent le Cameroun dans un avenir très proche. Il s'agit de trouver des formules idoines pour éliminer l'extrême pauvreté et la famine, d'assurer l'éducation primaire pour tous, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autosuffisance des femmes, de réduire la mortalité infantile, d'améliorer durablement la santé maternelle, de combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies. Budget programme, les responsables des départements ministériels et institutions qui incarnent les programmes budgétaires partagent depuis ce 28 mai 2013 à Yaoundé les bonnes pratiques en vue d'un changement de style managérial. La rencontre entre dans le cadre d'un séminaire de formation qui s'achève ce 29 mai. Et pour le ministre des Finances, c'est l'occasion idoine pour expliquer à ses responsables principaux acteurs de l'exécution du budget le management de la performance dans le cadre de la budgétisation par programme et les fondamentaux de l'élaboration du budget. Les détails, c'est avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Cloudamourou et Albertine Bichaga. Selon Alamine Ousmane May, le défi à relever par toute l'administration camerounaise est de passer de la culture des moyens à la culture des résultats afin de réussir cette réforme qui doit amener le Cameroun vers le développement. Pour lui, l'objectif de ce séminaire de formation qui arrive quelques 5 mois après la mise en œuvre du budget programme est précis. Nous voulons donc assurer une exécution satisfaisante
des différentes réformes qui ont été engagées depuis 2007 et qui ont connu leur couronnement récemment à travers donc, la mise en œuvre du budget programme. Bien entendu, la réforme est un processus continu. C'est un processus dont le succès est essentiellement étroitement lié à la qualité des hommes qui ont la charge de la mise en œuvre donc, de ces différentes réformes. Les modules de formation du 10 séminaire ont été présentés sur support aux participants. Chaque exposé étant suivi d'une séance de questions-réponses. Le premier module visait à permettre aux séminaristes de connaître les modalités d'élaboration du PPA, le projet de performance des administrations, ainsi que le format sur lequel ils se présentent. Par la suite, les participants ont apprécié les dispositifs indispensables pour un management axé sur la performance et les outils qui en découlent. Le troisième aura permis aux séminaristes de connaître le cadre technique, les acteurs et les procédures de l'exécution des opérations budgétaires dans le cadre du budget programme. Ce 29 mai, ils auront droit à 3 modules. Signalons que pour l'exercice budgétaire 2013, année charnière pour la mise en œuvre du budget programme, il a été retenu 556 programmes, dont le succès de la réforme est étroitement lié à la qualité des acteurs. Industrie minière, le Cameroun accueille donc ce mercredi 29 mai 2013 au Palais de Congrès de la ville la première édition de la conférence internationale sur l'industrie minière, en abrégé CIMEC 2013. Le thème qui va fédérer ces travaux est les industries minières au cœur du développement durable au Cameroun. Près de 400 exposants venant du monde entier sont attendus dans la capitale politique camerounaise et on dénombrera parmi ces derniers des juristes, des économistes, des environnementalistes et même des enseignants d'université. Explication Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude-Amgou, Stéphane Bondio pour le récit. L'annonce avait été faite le 8 mai 2013 par le secrétaire d'État auprès du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fou Callistus Dientry, au cours d'un point de presse. Placé sous le haut patronage du président de la République, cette manifestation se veut une rencontre réservée aux investisseurs directs dans l'exploration, l'exploitation et la transformation, aux opérateurs dans les industries connexes de laboratoires d'analyse, de forage et d'extraction et aux spécialistes dans la formation et les financements. Selon lui, la CIMEC 2013 constitue un cadre idoine à pérenniser pour porter sur la toile le potentiel du secteur minier camerounais riche et varié afin d'attirer davantage des investissements directs étrangers, susciter l'intérêt des laboratoires d'analyse et des industries de sondage et de forage à s'installer au Cameroun, pays qui doit être une nouvelle destination minière en Afrique et une plateforme pérenne sous-régionale et de négoce du secteur minier à l'instar de Indaba en Afrique du Sud et de PEDAC de Toronto au Canada. Au programme de cet important événement, des conférences débats, une foire d'exposition du savoir-faire des sociétés minières, une excursion dans quelques sites touristiques et miniers, des rencontres d'échange entre les professionnels du secteur afin de nouer des partenariats fructueux et de trouver des solutions pour le développement de l'industrie minière. Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, abrite donc depuis ce matin un séminaire organisé à l'endroit des exploitants miniers et industriels ainsi que des transporteurs de substances minérales. Il sera question au cours de cette séance de former ces derniers sur la conduite à tenir pendant leur exploitation, mais aussi de les informer sur la conduite à tenir afin d'obtenir une autorisation de carrière sur le fondement de cette activité. Le séminaire, qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans cette partie du pays, s'est tenu sous la houlette du délégué régional du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Clément Alouja. Les détails avec Clémence Niamda, Christian Véné, une fois de plus Stéphane Bondio pour le récit. C'est à travers 2 exposés présentés sur PowerPoint que les différents participants venus de divers horizons de la région ont été édifiés sur la raison d'être de ce séminaire. À cette insécurité, l'on ajoute que plusieurs dépôts d'explosifs ne sont généralement pas ménagés ici dans le nord-ouest, comme partout ailleurs dans le reste du pays. Et pour ce qui est des carrières artisanales, les opérateurs évoluent dans l'illégalité puisqu'exploitants sans jamais payer les taxes à l'État. D'où un fort appel lancé à l'endroit de ces derniers. Les acteurs exerçant dans le secteur minier, désormais imprégnés de ce que prévoit la loi, se doivent donc de la respecter pour ne plus être en marge de la réglementation en vigueur, car en cas de récidive, il est prévu une phase répressive.
Parlons cette fois du partenariat PIACI avec les collectivités territoriales décentralisées, puisque l'arrondissement de Douala 2e a reçu ce 28 mai 2013 un appui financier d'un montant de 10 millions de francs CFA de la structure. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la région du Littoral. Elle a eu lieu en présence du coordonnateur national de ce programme, du maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e et autres personnalités. Ce financement est la résultante même de la convention de partenariat signée le 7 août 2012 entre les deux parties afin de conjuguer leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et la délinquance urbaine. Dans cette convention, le PIACI devrait donc mettre à la disposition des jeunes sélectionnés à travers des communes des appuis financiers dans le but de les accompagner à développer des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la région du Littoral a tenu à préciser qu'il s'agit des fonds publics remboursables avec un intérêt de 6%. Et si les bénéficiaires ont été invités à les utiliser judicieusement. Restons dans la capitale économique du Cameroun pour dire que comme ici comme ailleurs, le débrayage ou alors le mouvement d'humeur faisant état donc de la grève des transporteurs n'a pas eu lieu. Un tour fait dans les artères de la ville de Douala ce 28 mai 2013 a permis de comprendre que le mot de grève annoncé par la coalition des syndicats du secteur des transporteurs terrestres du Cameroun a été levé. Réunis en tripartite syndicale, l'assureuse et autorités de la ville de Douala se sont retrouvés autour de cette tripartite-là à lever le mot d'ordre de grève qui comprenait 5 points de revendication parmi lesquels le non-paiement des sinistres par les assureurs. Il a donc été vidé, séance étonnante, et une formation des syndicalistes en matière d'assurance est prévue le 30 et 31 mai 2013 dans la capitale économique du pays. Sur les motivations même qui ont amené les uns et les autres à lever le mot d'ordre de grève, voici une attitude de El Hadj Roleanu Charabutu, c'est le président du syndicat des transporteurs urbains du Cameroun. Les syndicats sont divisés en deux. Il y a un parti qui dit qu'ils vont faire la grève. Et nous, les restus, nous avons demandé qu'il n'y a pas de grève. Donc nous étions en réunion hier chez le préfet de Gouri avec les assureurs. Nous avons pris leurs tracts pour vider les tracts. Parce que tout ce qu'ils ont écrit là ne va pas faire une grève au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de droit. L'assurance, c'est une société, c'est une compagnie de sous-région. Donc, ce n'est pas l'État. Quand vous allez dire que vous donnez un préavis à l'État, vous allez faire les grèves, ce n'est pas comme ça. Nous avons vidé le tract et les assureurs étaient là. Malheureusement, même les assureurs avaient fait un programme qui a un séminaire qui va se passer le 30 et 31 de ces mois. Donc on nous a invités tous là-bas d'aller pour la formation. Parce que ce qu'ils disent là n'est pas valable. Organisation professionnelle, l'amicale des secrétaires des pays de l'Afrique centrale réclame un bon statut pour le mieux-être des acteurs de cette activité. Les secrétaires venus des 10 régions de la branche du Cameroun de cette organisation se sont donc réunis ce jour à Douala dans le but de renforcer leurs capacités et compétences pour mieux servir. Pendant 4 jours, les différents participants vont s'imprégner des modules tels que Outlook, PowerPoint, la rédaction des écrits en entreprise et bien d'autres encore. Benoît Dogmo et Divinapi nous en disent plus. Personne incontournable pour le fonctionnement d'une entreprise, la secrétaire se heurte à des difficultés qui empiètent sur ses compétences. On a un réel problème, c'est le profil de carrière des secrétaires. C'est ça le réel problème de la secrétaire ou de l'assistant de direction en ce moment au Cameroun. Nous avons les patrons qui nous mettent une très forte pression. Vous avez facilement un patron qui vous demande 1, 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Non seulement le patron vient vous demander, son adjoint peut-être vient vous demander la même chose, un autre service. Et parfois on se trouve face à un choix. Le problème d'une paisible relation entre patron et secrétaire freine encore l'activité. Le patron et la secrétaire constituent un couple inséparable qu'on appelle le tandem. C'est ce tandem qu'on appelle donc le binôme patron-secrétaire. Vous imaginez donc que si la collaboration n'est pas étanche, si elle n'est pas bonne, le couple sera toujours un couple en difficulté. Pour remédier à cette situation, l'amicale des secrétaires des pays de l'Afrique centrale a réuni ses membres ce 28 mai à Douala. À l'encontre des secrétaires, c'est une opportunité d'amélioration des compétences. Quel qu'en soit le genre, ce travail pourrait valoriser la profession de secrétaire.
il n'est pas question d'un métier exclusivement réservé aux femmes, puisque la formation est ouverte à tous ceux qui veulent exercer ce métier. De plus en plus, on recherche des secrétaires hommes qui peuvent avoir quelques avantages, notamment celui de ne pas bénéficier des congés de maternité par exemple, celui de pouvoir travailler jusqu'à des heures indues. Le 10 séminaire s'étale sur 4 jours avec comme module Outlook, PowerPoint, rédaction des écrits en entreprise, la gestion du stress et le binôme patron-secrétaire. En santé, le Cameroun et le Tchad font front commun contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Une vaste campagne transfrontalière de dépistage gratuit du VIH-Sida initiée au niveau d'une Yagua Bongor dans le cadre des activités communes synergiques transfrontalières, cible camionneurs, pêcheurs, filles libres et hommes en tenue, considérés comme la couche véhiculaire du virus depuis ce 28 mai 2013 dans cette zone transitoire. L'événement placé sous le haut patronage du gouverneur du Mayo Kébi au Tchad et du préfet du Mayo Danaï a vu la participation de l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Cameroun, de la République d'Allemagne au Tchad. Explication Célestin Tabouli, Divinapi. Les objectifs de cette journée commémorative des victimes du sida sont, entre autres, honorer la mémoire des décédés au VIH-Sida, assurer aux personnes séropositives un message de soutien faisant part de leurs difficultés quotidiennes, rappeler au plus grand nombre de populations que les personnes vivant avec le VIH-Sida sont toujours victimes de stigmatisation et de discrimination qui nuisent à leur état de santé en les plongeant dans la dépression ou en empêchant une bonne observance au traitement. La célébration de l'édition 2013 de l'International AIDS Candle Memorial à Maroua était très courue et a donné l'occasion d'honorer la mémoire de ceux qui sont décédés des suites du VIH-Sida, de mobiliser la collectivité autour de la lutte contre cette pandémie et appeler à des actions concrètes, de soutenir les personnes infectées et ou affectées par le VIH-Sida. Des offrandes volontaires ont été également recueillies pour soutenir l'association des frères et sœurs unis de l'extrême nord. L'événement, comme dans les précédentes éditions, a mobilisé les autorités administratives, sanitaires, religieuses et les collectivités locales qui ont rendu un vibrant hommage aux victimes de la pandémie du siècle autour des bougies allumées. Le Candlelight Memorial Day, créé en 1983, a lieu tous les ans, le 3e dimanche du mois de mai, dans 115 pays à travers la planète. Vous avez dû le rectifier par vous-même. C'était donc une pensée à l'endroit des personnes victimes ou alors mortes de VIH-Sida. À l'étranger, Syrie, Moscou critique la levée européenne de l'embargo sur les armes pour les rebelles. Affaire Tapi, l'avocat de l'homme d'affaires et juge arbitre Pierre Ostop en garde en vue. Et puis en santé, le premier patient français atteint par le coronavirus est mort à Lille. L'AFP nous résume l'essentiel de l'actualité internationale. Colère de Moscou après la levée de l'embargo européen sur les armes pour les rebelles. Selon la Russie, cette décision porte préjudice à l'organisation d'une conférence de paix internationale. Le Kremlin prévoit par ailleurs de livrer à Damas des systèmes de défense antiaériens pour dissuader toute velléité d'intervention extérieure. L'avocat de Bernard Tapie et le juge-arbitre Pierre Estou sont en garde à vue. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir eu des liens qui auraient faussé l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie dans l'affaire l'opposant au Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. L'homme d'affaires avait alors perçu 403 millions d'euros de l'État français. Le premier patient français atteint du nouveau coronavirus est mort à Lille. Âgé de 65 ans, il était hospitalisé depuis un séjour à Dubaï fin avril. Son voisin de chambre contaminé est lui toujours en réanimation. 44 personnes ont contracté ce virus depuis septembre et la moitié d'entre elles sont décédées. C'est à Montpellier que doit se dérouler le premier mariage homosexuel de France mercredi. Vincent et Bruno se diront oui devant leurs amis, mais aussi devant 130 journalistes et 2 ministres, Najat Vallaud-Belkacem et Dominique Bertinotti. Le choix de Montpellier n'est pas un hasard. La maire socialiste Hélène Mandroux a toujours été à la pointe du combat pour le mariage homo. D'accord pour la cigarette électronique, mais sous conditions. Les experts chargés d'évaluer le nouveau produit recommandent notamment de l'interdire aux mineurs et aux femmes enceintes, ainsi que dans les lieux publics où il est interdit de fumer. Inventée en 2005 par la Chine, la cigarette électronique fait débat chez les tabacologues qui s'interrogent sur sa nocivité. Entre 500 000 et 1 million de Français l'auraient déjà adoptée. En sport, les anciennes gloires du football camerounais saluent l'implication du Comité national olympique
dans la gestion des dossiers au brillant de l'heure autour donc de la Fédération camerounaise de football. Elles ont dit leur satisfaction au cours d'un point de presse donné ce 28 mai 2013 dans la capitale économique du pays. Ce point de presse intervient lui-même au lendemain de l'annulation de l'Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football qui devait avoir lieu le week-end dernier, c'est-à-dire le samedi 25 mai 2013, et surtout l'invalidation de la candidature de Iya Mohamed au poste de président de l'instance fêtière du football au Cameroun. Les détails avec Benoît Dermo et Apollinaire Zoubembon. Le discours tenu par les anciennes gloires au cours de cette rencontre n'était pas très différent de celui tenu la semaine dernière face à la presse. À la seule différence qu'elles ont loué le Comité national olympique qui jusqu'ici a joué un rôle prépondérant dans la résolution des conflits entre dirigeants du football camerounais. L'annulation des assemblées générales électives à problème dans 9 des 10 régions du pays est une preuve irréfutable. Au niveau de l'instance fêtière du football, c'est le même comité qui a invalidé la candidature de Iya Mohamed aux récentes élections avortées à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'affaire a été introduite au tribunal arbitral des sports par le concerné. Mais pour les anciennes gloires, il s'agit d'une simple agitation, car seul le Comité national olympique est habilité à trancher ce genre de litige. Juridiquement, il a également été démontré par Maître Merlin Sopototo qu'Iya Mohamed n'est plus président de la Fédération camerounaise de football, sa candidature étant rejetée pour inéligibilité. Il a soutenu son propos par l'arrêté du Consup qui stipule que M. Iya Mohamed devra pendant 7 ans être écarté de la gestion des missions de service public. Il s'est également appesanti sur les articles 35 et 36 des statuts de la Fédération camerounaise de football. Pour les anciennes gloires, la page IA est définitivement tournée, sauf revirement des situations. Reste maintenant que les tests de la FECAFOOT soient respectés à la lettre. Fin de ce journal, l'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.